Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la séquence du principe de l'inertie, une vidéo exercice. Je vous ai mis l'exercice au milieu de la vidéo, vous pouvez y réfléchir, mettre pause sur la vidéo, et c'est parti pour la correction. On peut lire l'énoncé. Des scientifiques préparant une mission sur une planète ressemblant à la Terre, mais dépourvue d'atmosphère, étudient un robot lanceur de projectiles. La simulation du début du mouvement d'un projectile, lancé verticalement, vers le haut, est représentée ci-contre. Donc on voit le schéma où sont pointées les positions du projectile, M1, M2, etc. Les positions sont repérées toutes les 0,1 secondes, donc 1 dixième de seconde. Question 1. Pourquoi à partir de la simulation peut-on affirmer que les scientifiques ont prévu que le projectile ne sera pas soumis à des forces qui se compensent? Donc on peut rappeler ce que c'est que des forces qui se compensent, d'accord? Par exemple, ici, une première force qui va être le poids, et une seconde force dans le sens opposé qui sera les frottements. Ces deux forces ont la même direction, d'accord? Cette droite-là, elles ont la même norme, mais elles sont de sens opposé. Donc, ces forces-là se compensent. On peut dire aussi que la somme des deux vecteurs force, d'accord, si on les déplace ici, donc les frottements ici, et si on déplace le poids ici, comme ceci, la somme de ces forces, si on fait, si on parcourt ces forces, F plus P, eh bien, on revient au point de départ, d'accord? Donc, c'est le vecteur nul. Et donc, quand la somme des forces est égale au vecteur nul, alors on dit que les forces se compensent. Et finalement, pour répondre à cette question, il faut appliquer le principe de l'inertie. Quand on a des forces qui se compensent, alors, dit le principe de l'inertie, le vecteur vitesse ne varie pas. Ou alors, le vecteur vitesse est constant. D'accord? Donc on peut noter le principe de l'inertie, juste ici. Si les forces se compensent, alors quoi? Le vecteur vitesse est constant. On va le noter comme ça, constante, est constant, ou le vecteur vitesse est égal au vecteur nul, d'accord? Ou alors, ça traduit quoi? En fait, finalement, c'est que l'objet qu'on étudie est immobile, si le vecteur vitesse est nul. D'accord? Ou alors, l'objet se déplace en mouvement avec une vitesse constante. C'est ça que ça veut dire si les forces se compensent. Donc, est-ce que là, sur le petit graphe de droite, où on peut voir les positions M1, M2, etc. du projectile, sont finalement ont une représentation d'un projectile qui est immobile ou d'un projectile qui a une vitesse constante. Et bien, si on regarde, déjà on peut dire directement que le projectile n'est pas immobile vu qu'il se déplace dans le temps. D'accord, le projectile il monte, il va du bas vers le haut, hein, on rappelle. Et est-ce que ce vecteur a une vitesse constante? Donc intuitivement, on peut voir que déjà, les points se rapprochent de plus en plus. Donc ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que d'abord, il a une position, il va aller un peu plus vite, un peu plus lentement, plus lentement, plus lentement. Et comme les positions sont marquées toutes les 0,1 secondes, donc c'est un temps constant, d'accord? On peut dire que, à première vue, le projectile est en train de ralentir au cours du temps. Donc, sa vitesse n'est pas constante, alors on peut dire que les forces ne se compensent pas et ça répond à la question. Ou alors on peut le voir d'une autre manière, en utilisant la formule qui est très connue et que vous devez savoir, c'est la formule qui relie la vitesse à la distance et au temps, V égale D sur T, d'accord? Et qui peut nous servir ici. Donc là, ici, on étudie la vitesse, on cherche à savoir si celle-ci varie au cours du temps, qui est ici, d'accord? Et elle varie aussi, du coup, en fonction de la distance. Et on voit que, finalement, les points
il se rapproche de plus en plus. D'accord? Donc c'est une question de distance. D'accord? Donc au cours du temps, la distance ici entre les points diminue. Donc si la distance diminue ici au cours du temps et que le temps entre les deux positions qui est de 0,1 seconde tout le temps reste constant, d'accord? Donc constant, il reste toujours la même chose. Si la distance diminue, alors du coup, qu'est-ce que fait la vitesse? Elle diminue aussi. Ok? Donc on peut le voir aussi comme ça. D'accord? J'espère que vous comprenez ce principe-là. Quand on a une égalité de fractions ici, on peut utiliser cette technique-là. Si le numérateur diminue, alors l'autre côté, pareil, ce qui est de l'autre côté va diminuer aussi. On peut faire quelque chose de plus général ici. Si on a A sur B est égal à C sur D, d'accord, ça peut être n'importe quoi, hein, mais en tout cas des paramètres, donc la vitesse, la distance, le temps par exemple. Si on a A, par exemple, qui augmente, d'accord, A il augmente. Qu'est-ce que va faire l'autre côté? D'accord? Enfin déjà, qu'est-ce que va faire ici toute la fraction? Si juste le numérateur augmente, toute la fraction va augmenter. Du coup, forcément, l'autre côté va devoir augmenter aussi. Donc qu'est-ce qui peut faire que ça va augmenter? Soit C va augmenter, d'accord? Soit C va augmenter, soit D, ici, va diminuer. Ok? On peut voir ça, par exemple, les fractions, comme une échelle. Moi, j'aime bien voir ça comme ça. Une échelle qui a comme repère ici quelque chose d'important, c'est le 1. D'accord? Et le 0, bien entendu. D'accord? Donc si le A, d'accord, on va travailler avec A sur B. Si le A, il est inférieur à B, d'accord? C'est-à-dire que la valeur de la fraction, elle se situe entre 0 et 1. On est d'accord? D'accord? Si le A est inférieur à B. On est d'accord, B sur B, ça fait 1. Si A est plus petit que B, on a une fraction qui est plus petite que l'unité entière, donc plus petite que 1. Et si A augmente, eh bien la fraction va être de plus en plus grande, plus en plus grande, plus en plus grande, jusqu'à atteindre à l'infini. D'accord? Si, par contre, B augmente, eh bien, par rapport à A, eh bien, B va augmenter, du coup, la fraction entière va diminuer de plus en plus pour aller chercher le 0. D'accord? Mais un truc un peu plus compliqué à voir, c'est que si B diminue, l'unité va être de plus en plus grande, et donc la fraction tout entière a tendance à augmenter. D'accord? Donc on fait un petit récap. Si le numérateur A augmente, toute la fraction augmente. Si le numérateur A diminue, la fraction diminue. Ça c'est simple. Par contre, au dénominateur, c'est l'inverse. Si le numérateur augmente, toute la fraction diminue, et si le dénominateur diminue, toute la fraction va augmenter. D'accord? Et il faut que ça reste équivalent des deux côtés. C'est pour ça qu'ici, on a vu que le dénominateur, qui est la distance, diminue, alors la vitesse, qui est aussi le dénominateur, parce qu'on peut, en faisant un petit, on peut mettre V sur 1, d'accord? C'est la même chose. La vitesse, c'est le numérateur, va diminuer aussi. J'espère que ça a été clair et que vous avez compris. On passe du coup maintenant à la deuxième question. Pourquoi peut-on affirmer que sur la planète, le projectile sera en chute libre lors de son mouvement? Eh bien, la chute libre, qu'est-ce que c'est la chute libre? D'abord, c'est un mouvement qui est rectiligne. D'accord? Un mouvement rectiligne. Ici, on a un mouvement rectiligne. On voit que le projectile, il se déplace sur une droite. Ensuite, donc le deuxième point, finalement, c'est un système qui n'est soumis qu'à une seule force, c'est son poids. Une seule force, le poids. D'accord? Le vecteur poids. Est-ce que là, le système est soumis qu'au poids? Eh bien, on voit dans l'énoncé que la planète qui est étudiée et sur laquelle on lance le projectile n'a pas d'atmosphère.
Et ça veut dire quoi que cette planète n'a pas d'atmosphère? C'est que quand on va lancer le projectile, il n'y aura pas de frottement. Donc, cette force-là n'existera pas déjà. Sur Terre, on a une atmosphère, et quand quelque chose rentre dans l'atmosphère, il est fortement freiné par l'air qui est dans l'atmosphère. D'accord? Donc finalement, la force de frottement sur Terre n'est pas négligeable. Et il y a une force de frottement. Donc tout corps qui tombe dans l'atmosphère n'est pas en chute libre parce qu'il n'est pas seulement soumis à son poids. Il y a aussi des frottements. Là, ici, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de frottement. Et d'ailleurs, il n'y a aucune autre force, donc il est bien soumis seulement à son poids. Et la dernière condition pour qu'on ait une chute libre, c'est que le vecteur vitesse varie au cours du temps. V varie au cours du temps. Et pourquoi? Parce que finalement, les forces ne se compensent pas. Vu qu'on a une seule force, elle ne peut pas être compensée par une autre. Et du coup, le vecteur vitesse varie. Donc, on a bien vu dans la question 1 que le vecteur vitesse variait. Et on peut dire du coup que le projectile est en chute libre pendant son mouvement. On passe maintenant à la question 3. Expliquez pourquoi la position M1 est représentée en bas de la simulation. Bien simplement, parce que quand on lance le projectile depuis la planète, ce qui est fait ici, eh bien la première marque, la première position va être faite au plus bas. Donc forcément que le point M1 sera placé en bas. Le point le plus haut, ce sera le dernier point. Le point M9 en l'occurrence sera placé tout en haut. Ensuite la question 3b. À partir de la simulation, calculez la valeur de la vitesse du projectile à la position M2. Donc ici il va falloir bien regarder le schéma. Et je vous en fais une petite représentation. Tac, tac. Cette distance-là ici, je l'ai mesurée, elle fait 0,9 cm. Et cette distance-là, je l'ai mesurée aussi, elle fait 1 cm. Et on a une échelle qui nous est donnée, d'accord? C'est que 1 cm font 0,5 m. Donc il faudra faire un petit tableau qui va être intitulé dessin, une entrée dessin, d'accord, et une entrée réelle. D'accord, donc sur le dessin, c'est ce qu'on mesure, et ce qui est dans la réalité, c'est ce qui nous est donné par l'échelle. D'accord, donc on a vu que 1 cm sur l'échelle, c'est ce qui nous est donné par l'échelle, est égal à 0,5 m. Et donc ce qu'on a mesuré, du coup 1 cm, cette distance-là, ce sera 0,5 m, donc on peut le noter comme ça, 0,5 m, et 0,9 m, je vais vous le calculer. Par contre, il va falloir faire attention à une chose, c'est qu'on a des centimètres et des mètres. D'accord? Donc il va bien falloir convertir, quand on fait le calcul sur la calculette, les centimètres en mètres. Ok? Donc on trouve finalement 0,45 mètres, ce qui n'est pas incohérent. Et donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On a les points M2, M2 et M3. Comment avoir la vitesse au point M2? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la vitesse moyenne entre M1 et M3. Parce que cette méthode-là, c'est la méthode la plus précise pour avoir une approximation de la vitesse au point M2. Parce qu'on aura seulement une approximation. Ok? Donc comment calculer la vitesse moyenne entre ces deux points? On va devoir calculer la distance entre ces deux points et l'intervalle de temps qui est entre ces deux points. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, la formule qui lie la vitesse à la distance et au temps, c'est V est égal à D sur T. Et si on fait l'application numérique, la distance qui sépare M1 et M3, 0,5 plus 0,80 plus 0,45,
V est égal à 0,95, d'accord? 0,5 plus 0,45 mètres sur l'intervalle de temps entre les deux. Donc c'est toujours 0,1 seconde et encore 0,1 seconde parce que l'intervalle de temps est lui constant. Donc on a 0,2 secondes et ça nous donne 4,75 mètres par seconde. C'est comme ça qu'on va faire pour se débrouiller, pour avoir la vitesse, enfin une approximation de la vitesse instantanée en un point. On prend les deux points qui sont de part et d'autre du point qu'on cherche à étudier et on calcule la vitesse moyenne entre ces deux points. Comme ce qu'on vient de faire. On passe à la question 4. Recopier le schéma et représenter la position, aux positions M2 et M5, les vecteurs vitesse du projectile. Donc, je vais vous faire pareil un petit schéma. Donc ici, on a le point M1. Un peu plus loin, on a le point M2. Un petit peu plus près, M3. M4. Et on va dire que M5 est ici. On voit que, comme on a dit tout à l'heure, la vitesse au cours du temps diminue. Donc ça veut dire qu'au tout début, la vitesse va être assez forte, et plus on avance dans le temps, moins la vitesse sera forte. Donc le vecteur vitesse va être représenté comme tel. Le vecteur vitesse au début sera grand, et le vecteur vitesse à la fin sera petit comme ça. Voilà. Comment on répond à la question 4. Donc là, c'est les deux vecteurs vitesse du projectile. On passe à la question 5. Montrer que les variations du vecteur vitesse entre les positions 1 et 4 est en accord avec un mouvement en chute libre. Bien, comme on a dit, les trois conditions, déjà il faut un mouvement rectiligne. La première condition est vérifiée. La deuxième condition, c'est qu'il faut que le système soit soumis qu'à son poids. C'est aussi vérifié. Et la dernière condition, bien sûr, c'est par rapport au vecteur vitesse. Et comme on a vu, au cours du temps, la vitesse diminue. Donc, le vecteur vitesse en M1 sera plus grand que le vecteur vitesse en M4. Et donc, le vecteur vitesse varie au cours du temps. La troisième condition est donc vérifiée. Donc, on a bien un système qui est en chute libre dans cette situation-là. Donc, j'espère que cet exercice vous aura plu. C'est un exercice qui vous permettrait de préparer un DS. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Essayez de refaire l'exercice de vous-même sans la correction, peut-être, après avoir vu la vidéo, pour vous entraîner. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous à tous.